Oui. Parce qu'en fait, cette disposition, ça a été connue à appliquer. Enfin, tout le débat qu'on a sur les centrales d'achat européennes qui ne concerne que la non-négociabilité de la matière première agricole, il serait un peu inutile. C'est-à-dire que si cette disposition garantissait un prix rémunérateur pour les agriculteurs, on n'aurait pas eu besoin de la loi Egalim 2, très concrètement. Enfin, alors s'il y a eu quelques dispositions qui ont pu apporter des améliorations, mais la non-négociabilité de la matière première agricole, qui est par nature de la construction du prix par le haut, hein, enfin pas par le bas pour le coup, donc on inverse ces choses, comme le SRP plus 10 d'ailleurs, avec des questions que vous avez évoquées tout à l'heure sur le réel ruissellement. Et là-dessus, le Parlement a un réel doute et n'a pas réussi à avoir de rapport, et attend toujours d'ailleurs un rapport de la part du gouvernement sur la question. Je crois qu'on en est à 6 mois de retard maintenant. Voilà, on est en train de perdre du temps sur les questions des centrales, avec même derrière la question de l'Egalim européen, enfin, qui est encore une fois une belle illusion, mais... J'avais une question à vous poser sur alors vous avez parlé très justement du ruissellement du SRP plus 10. Est-ce que vous avez une idée du ruissellement de la non-négociabilité de la matière première agricole? Parce que ça, c'est aussi une accusation qui peut être faite. C'est-à-dire qu'on garantit pour l'industriel de pouvoir sanctuariser la partie de la matière première agricole. Il y a quand même des entreprises qui ont signé des contrats après la date. Donc, ils ont négocié avec les distributeurs en structuralisant une partie de la matière première agricole sans avoir signé les contrats avec les producteurs. Mais est-ce que vous avez une idée de ce ruissellement effectif? Je reviens au rapport de l'IGF. L'IGF, entre 2019 et 2022, donne combien? Je disais 14% d'augmentation pour les agriculteurs. Donc, à la fin, c'est sans doute lié à ça. Je pense, mais vous avez interviewé, vous avez audité tout le monde agricole aussi. Je pense que personne ne conteste que de ce point de vue-là, parce qu'il faut pas que critiquer, il faut surtout pas critiquer Egalim sur ce point-là. C'est incontestablement, il y a eu une restauration des marges et de la valeur du revenu du monde agricole. Le débat qui est nouveau, c'est que ça, c'était bien, entre guillemets, bien, dans un monde apaisé comme avant. Ce qui s'est passé là avec l'inflation des coûts et ce qui s'est passé a sans doute remis en cause le truc. Mais... J'ajouterais que le bilan que nous pouvons dresser des années 2022 et 2023 pour le revenu agricole, avec les indicateurs dont on dispose via le ministère de l'Agriculture, sont plutôt positifs. Alors sans doute pour deux raisons. Un, le cadre plus protecteur avec la sanctuarisation de la MPA, mais aussi, évidemment, les cours beaucoup mieux orientés que ce que l'on a connu par le passé. Et je ne dis pas que nous n'ayons pas de problème de revenus ou de problème de difficultés d'exploitation dans certains secteurs. Je pense à la viticulture dans le sud-ouest, typiquement. Mais grosso modo, les années 2022 et 2023 resteront pour le monde agricole plutôt de bonnes années au regard de l'historique, et y compris dans les productions animales. Alors, il y a une augmentation des prix payés aux agriculteurs, mais vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a aussi une augmentation des coûts de production. Donc, les marges, ça reste un sujet. Je suis parfaitement conscient aussi. Moi, je me souviens de mon premier rôle de député, ça avait été d'être co-rapporteur sur l'évaluation de la loi Egalim 2. Nous avions fait connaissance du signal, du cri d'alarme que vous avez envoyé sur la question de la matière première industrielle. Et c'est parfaitement à mon esprit. C'est pour ça que, vu le temps que nous est compté, je ne vous relance pas là-dessus. Mais j'en suis parfaitement conscient. Je voulais vous poser une question. Dans cette commission d'enquête, c'est avéré plusieurs fois, est évoqué plusieurs fois, la question et ça touche totalement la question de la souveraineté alimentaire, c'est que nous avons dans certaines filières des déficits d'appareils de transformation. C'est très criant sur la question de la meunerie, par exemple, où nous exportons une partie de notre blé dur avec 75% d'importation. Donc c'est quand même considérable. Et là, c'est les chiffres de France Agrimaire qui ont le mérite d'exister, mais il nous manque aussi quelques clés de lecture. C'est qu'il y a un déficit d'appareils dans les filières de l'outil industriel agroalimentaire.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Et est-ce que peut-être vous pourriez nous en donner les raisons? Alors, il est des filières qui sont positionnées, et vous le rappelez pour le blé dur, on pourrait également citer le cas de la pomme de terre, qui sont positionnées sur l'exportation de produits bruts et l'importation de produits finis. C'est-à-dire que nous exportons du blé dur et nous importons des pâtes alimentaires, nous exportons des pommes de terre et nous importons des frites et des chips. Cette organisation des chaînes de valeur, elle existe, mais elle ne constitue pas la norme. C'est-à-dire qu'il est plus courant d'avoir, à l'inverse, des produits français qui sont exportés une fois que la transformation a été opérée sur le sol national. Cette utilisation des unités de transformation à l'extérieur de nos frontières peut s'expliquer pour plusieurs raisons. La première, c'est une optimisation des flux logistiques. Je prends un exemple, quand vous êtes un producteur de colza, par exemple, il peut être intéressant dans le quart nord-est de la France pour des raisons logistiques, la facilité qu'offre le transit fluvial par le Rhin d'exporter vers des unités de trituration allemandes plutôt que de les faire traverser tout le pays en camion pour alimenter les usines nationales. Je pense qu'il y a aussi des filières où on a une difficulté à valoriser Made in France, typiquement sur les pâtes alimentaires. Aujourd'hui, ce que le consommateur recherche, et vous le voyez dans les rayons, c'est plutôt une pâte italienne, en tout cas made in Italy. Et nous pouvons, je pense, nous réjouir que le blé dur trouve un débouché dans les usines de transformation, et notamment en Italie. Sur le cas de la pomme de terre, je pense que la situation est un peu différente. C'est une chaîne de valeur qui est en train de vivre un complet bouleversement. Historiquement, nous exportions des pommes de terre brutes pour importer des produits transformés. Aujourd'hui, il y a des projets de relocalisation industrielle avec des usines, je pense à Alto en Bretagne, mais aussi dans le quart nord-est, le nord pardon, de la France, des usines de transformation, des projets qui sont là pour demain aller valoriser davantage la ressource locale, la ressource de pommes de terre, et qu'elles ne partent plus, ou en tout cas beaucoup moins, au Benelux, Belgique, Pays-Bas pour être transformées. Donc oui, il y a des filières où il peut y avoir un rationnel économique à implanter des usines. Encore faut-il que cette implantation elle puisse se faire rapidement et qu'elle ne dure pas 10 ans. On a des acteurs agroalimentaires qui ont été, comme Bridor, désincités par le temps des implantations industrielles à ouvrir des usines dans notre pays. Donc il peut y avoir des sujets de capacité, oui, qui se posent dans des filières. Il faut bien s'assurer du rationnel économique avant. Et généralement, j'ai tendance à penser que lorsque le rationnel économique est là, les opérateurs de la filière s'engagent dans la construction de capacités nouvelles en France. La pomme de terre en est le meilleur exemple dans le contexte actuel. J'assiste un dernier point là-dessus, c'est qu'on a parfois tendance dans la filière des grains à penser que nous devrions davantage exporter de la matière transformée plutôt que d'exporter des grains. C'est peut-être, vous citiez l'exemple du blé dur, mais parfois cet exemple ressort pour le blé tendre. Il faut surtout produire ce que les clients veulent. Et si nos clients étrangers veulent des produits bruts pour transformer eux-mêmes la matière première sur leur territoire, eh il faut qu'on puisse leur fournir le produit brut. Demain, si nous faisons le choix d'exporter davantage de farine vers des pays tiers, certains ne la voudront pas parce qu'ils préféreront importer du grain d'autres destinations pour la transformer et créer aussi la valeur sur le territoire national. Donc attention, dans chaque filière, à bien produire ce que le client veut, parce que c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Le jour où on produit quelque chose que le client ne veut pas, on est assuré de ne pas pouvoir valoriser le produit. C'est intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez précisé que deux entreprises sur 10 françaises étaient tournées à l'export et contre 8 sur 10 en Allemagne. Est-ce que c'est vraiment ce que le client veut, ou est-ce qu'il y a ça serait pour vous l'occasion de développer cette information, et est-ce qu'on a un problème avec l'export des entreprises françaises? Je ne sais pas si on a un problème à l'export. Je pense que sur le cas spécifique de l'agroalimentaire, la capacité à l'export est comme largement liée au fait que vous ayez les ressources financières pour le faire, quoi. Et je reviens au contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si je n'arrive pas à créer de la valeur, à faire de l'argent,
mon réflexe export, ça va être le 4e ou 5e dans mes décisions de chef d'entreprise. Je vais d'ailleurs faire en sorte de surnager en France, de payer mes fournisseurs, de payer... Et j'ai simplement pas les moyens. Donc, sur l'export, je pense que c'est largement lié à ça. C'est un problème de ressources, d'argent. Et juste pour préciser un point, je crois que nous devons tous être convaincus que l'export, c'est pour nos industries, mais aussi pour le monde agricole demain, le relais de croissance. Et en particulier à destination des pays tiers, puisque nous savons que le marché français est plutôt amené à stagner compte tenu de notre démographie, de notre vieillissement, de l'évolution aussi de notre alimentation. En face, eh bien, vous avez on va accueillir à horizon de 30 ans quasiment 2 milliards de bouches à nourrir, la population de la ville de Reims ou de Toulon tous les jours. Donc il y a un relais de croissance pour les volumes qui est important à l'export. Je dirais plutôt sur les pays tiers qu'en Europe, qui est entré dans son hiver démographique. Et il faut qu'on puisse être en ordre de marche pour saisir ces opportunités-là. Parce que demain, ce sont des opportunités de création de valeur. Et je rebondirai sur ce que Jean-Philippe disait tout à l'heure, c'est que la rentabilité de ces marchés export, elle est souvent bien meilleure que celle du marché français, où la pression est forte dans l'équation économique qui est la nôtre. Donc ce sont des marchés porteurs en volume et plus rentables. À nous de réussir à développer la culture d'entreprise et la culture internationale de nos entreprises pour qu'elles puissent saisir à la juste mesure de leurs atouts ces opportunités. J'ajoute, je l'ai dit, c'est un sujet sur lequel la France est complètement légitime, quoi. Je peux comprendre que sur d'autres sujets, c'est plus compliqué. On est en train de chercher à restaurer les comptes de l'État. On peut le faire par différents moyens. On peut aussi le faire par la création de valeurs nouvelles pour qu'il y ait plus d'entrée d'argent. S'il y a un secteur dans lequel on peut faire ça, c'est l'agroalimentaire. À ce moment-là, je disais l'autre jour à quelqu'un, il faut se poser la question pourquoi, de ce point de vue-là, l'export, on a des causes nationales sur un certain nombre de sujets, même des fois trop nombreuses. Là, il y a vraiment de la matière de valeur à créer. Encore faut-il mettre les gens en ordre de marche. Merci beaucoup. Je ne vous relance pas sur la complexité administrative des installations des entreprises parce que c'est un sujet qui est revenu régulièrement. En revanche, si peut-être par une contribution, parce que là on arrive malheureusement à la fin de cette audition, mais c'est par une contribution, peut-être aller dans le détail pour qu'on puisse nourrir le rapport d'un constat et surtout de propositions concrètes, ça nous intéresserait. De la même manière que dans la contribution écrite, si vous pouvez essayer de retrouver un peu la contribution que vous aviez apportée, Lania, à cette disposition de la loi Egalim 1, si vous avez encore ça m'intéresserait beaucoup. Je voulais terminer j'en ai plusieurs, mais je vais me limiter à une seule, sur la question de l'utilisation des symboles de la France dans la loi Egalim 2. L'article 12 ou 13, je ne sais plus, prévoyait que l'utilisation des symboles de la France soit réservée qu'aux produits transformés en France contenant, je crois de tête, au moins 50%, que l'ingrédient principal représentant au moins 50% soit de produits en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette disposition, en sachant que, et c'est intéressant de vous la poser à vous, parce qu'aujourd'hui, la dernière transformation d'un produit à l'étranger suffit à ce qu'on accole le symbole français. Donc concrètement, le miel étranger, s'il est mis en pot en France, il peut arborer le drapeau français. Pareil pour la confiture de cerises venant de je ne sais où. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on doit quand même protéger par le symbole, enfin avec le symbole de la France, des productions agricoles qui sont réalisées en France? Oui, ça c'est typiquement un sujet. On vous aurait répondu il y a 3 ans, on aurait sans doute trouvé des réponses alambiquées, etc. Je pense que ce qu'on a appris sur les dernières 2 années, et surtout sur la dernière période, c'est que s'il y a une chose sur laquelle il faut aussi aller, c'est qu'il faut être complètement transparent avec le consommateur. Voilà. Donc, l'exemple que vous prenez, on ne doit pas s'abriter sur une dernière transformation pour laisser croire au consommateur final que ce produit, il est fait en France. Donc, toutes les dispositions
Je sais pas maintenant, on a des réunions, on n'a pas abouti encore, mais sur les origin scores ou des choses comme ça, qui vont dans le sens, j'éclaire mieux le consommateur et je lui permets de comprendre c'est quoi ce produit, d'où il vient, etc. Et il n'y a pas de falsification, permettez-moi le terme, de l'origine et de laisser croire que uniquement d'un point de vue marketing, parce que j'en ai besoin, ce produit, je lui mets un drapeau français. Tout ce qui va dans ce sens, nous, on le soutiendra. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Parce que c'est le sens de l'histoire. Et je compléterai ce qu'a dit le président de l'ANIA. Évidemment que l'ANIA a toujours été favorable à une information la plus claire, la plus lisible pour l'ensemble des consommateurs. C'est la raison pour laquelle l'ANIA s'inscrit en soutien de cette Origine Info qui a été annoncée par la ministre Olivia Grégoire et contribue activement à l'élaboration du cahier des charges avec l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Attention toutefois, avec des dispositions comme celles que vous évoquez, à ne pas jeter le discrédit sur des produits qui ne sont pas disponibles en France. Vous parliez de la cerise, on peut parler de la châtaigne, et c'est le sujet, c'est le cœur presque de cette commission d'enquête de la qui traite de cette perte de souveraineté alimentaire. Il y a aujourd'hui certaines filières qui ne sont plus, qui n'existent plus ou qui existent de manière marginale en France, et donc ce qui oblige certains industriels à avoir recours à de la châtaigne ou que sais-je étrangère, et qui n'est pas tout simplement parce qu'elle est plus disponible sur le territoire français. Alors, certes, sur certains secteurs, on est en train de reconstituer une filière, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc il faut aussi garder en tête ces éléments. Non, c'est pour ça que j'assiste. C'est pour ça que je pense que l'angle de travail, ça doit être l'information. Et c'est pas parce que dans un produit, je suis obligé de prendre X% d'un produit étranger que pour autant ce produit étranger n'est pas bon. On revient au sujet précédent, le produit, il est impeccable aussi avec ça. Par contre, ce qui est important à savoir pour le consommateur, c'est qu'il y a 90% de ce produit qui vient de France, 10% vient de l'étranger, et les deux, j'insiste pour revenir à notre discussion tout à l'heure, les deux contribuent à un produit sain, etc. Si vous me permettez, juste un mot, si vous me permettez, Jean-Philippe. C'est vrai que je pense que dans le cadre de votre travail, il est important de considérer la réduction de nos dépendances critiques pour renforcer notre souveraineté alimentaire. Évidemment, le soutien aux exportations et à la valorisation de notre excellence. Mais il y a aussi, et on y tient beaucoup dans notre industrie alimentaire, il y a aussi des filières qui créent de la valeur localement dans les territoires en important de la matière et en la transformant, je pense au café, au thé, toutes ces matières premières-là, en les transformant à destination du marché français ou du marché ou de la réexportation. Donc c'est important de ne pas les exclure de cette réflexion structurante que vous conduisez sur la souveraineté alimentaire de la France. Et alors, juste, Monsieur le Président, ce sont des chiffres que je vous avais promis sur la transformation et la part de matières premières agricoles françaises dans la transformation de la FICT, puisque j'ai sollicité notre adhérent. Et à part le sel, donc je vous lis la réponse telle qu'elle m'a été donnée. Si jamais vous avez des questions, je mettrai tout ça dans la contribution. À part le sel, quelques aromates et quelques additifs, les produits de charcuterie ne sont constitués que de matières premières agricoles. 75% de la production porcine française est transformée en charcuterie selon l'interprofession porcine Inapor. Et l'achat de la viande représente plus de 50% du coût de fabrication d'une charcuterie selon la Banque de France. Ma question, merci déjà pour la précision. Ma question n'était pas exactement celle-là. Parce que ce que vous m'avez dit, c'est que 75% de la production porcine française, en gros, transite par l'industrie agroalimentaire française. Moi, ma question, c'était de savoir, dans la production agroalimentaire, qui dépend, porc, pour faire simple, là-dedans, quel est le pourcentage de viande de porc française? C'est pas exactement la même question que je vous ai posée. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà, mais ça je l'ai pas, mais en tout cas ça figurera dans la contribution qu'on fera parvenir. Donc ça, c'est voilà. Donc c'est-à-dire dans ce qui se retrouve dans les rayons, ce qui sort de l'industrie agroalimentaire française et qui est autour de la filière porc, charcuterie, tout ça. Quelle est la part de viande d'origine française? Et puis vous l'enverrez au rapporteur et à moi-même. Bon, entre-temps, moi aussi, j'ai fait quand même quelques recherches. Donc bon, les infos que j'avais sur le lien entre le groupe Bigard et l'ANIA étaient erronées. Pas complètement inexact non plus.
parce que on peut dire qu'il y a un lien indirect, ou en tout cas deuxième degré, via la FICT, parce que M. Bigard est membre du, je vais vous dire le titre exact, soyons précis, est membre du bureau de la FICT. Donc voilà, il n'y a quand même pas absence de lien. Il n'y avait rien d'ailleurs de spécifique, de personnel vis-à-vis du groupe Bigard, mais c'est... Oui, non, il n'y a rien pour le coup à... Mais voilà. Non, moi j'ai juste une dernière question, mais c'était aussi c'était quand même sur la filière. Ces dernières questions sur la filière laitière, parce que là aussi pour comprendre un certain nombre de choses. Sur la filière laitière, c'est plutôt une filière qui va moins mal, qui va globale, qui va bien. Il y a des difficultés aussi dans la filière laitière, mais en tout cas, si on s'en tient au sujet de la production nationale, etc. On est sur des indicateurs qui sont bons, voire très très bons, et qui nous donnent une force à l'export sur plein de produits dérivés du lait. En revanche, le petit point quand même de discussion qu'il peut avoir, et on l'a eu dans les échanges, et on le voit dans les chiffres de FranceAgriMer, c'est sur le beurre. Parce que sur le beurre, nous ne sommes plus qu'à 78% de taux d'approvisionnement, et ça nous a été dit oralement. Voilà, il y a une petite fragilité sur le beurre. Voilà, moi, c'est juste une question ouverte là, que je vous pose. Est-ce que là, il n'y a quand même pas un travail à faire par l'industrie agroalimentaire française pour qu'il y ait un peu plus patriotisme, enfin je mets ça entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est un débat qu'on a quand même un peu vu dans la crise agricole, hein, en janvier et en février. Même d'ailleurs, je crois un collègue de la majorité qui à un moment fait un plateau, bon voilà, en sortant, tout le monde pense que le beurre est français, et en fait on se rend compte que non. Certain nombre de beurres qui sont distribués, du lait, alors européen d'ailleurs, hein, moi je suis plutôt pro-européen, je suis pas prêt. Mais quand on voit la capacité de production et la force de la filière laitière française, est-ce que là, il n'y a pas un petit effort collectif à faire pour que quasiment l'ensemble du beurre qui soit vendu en France soit à origine France complètement, quoi? Alors, ce chantier sur le beurre, je crois qu'on peut l'élargir à une cinquantaine de produits agricoles et agroalimentaires qui concentrent à peu près 20 milliards d'euros de déficit. Donc aujourd'hui, notre déficit et une part importante de nos importations reposent sur quelques dizaines de produits, généralement bien identifiés. Le beurre, la mozzarella aussi, dans la filière laitière, l'huile d'olive, les pâtes alimentaires, etc. Et je pense que ce sont autant de chantiers de reconquête agricole et agroalimentaire de notre souveraineté alimentaire. Je retiens le beurre comme chantier pour la filière laitière, et ça a été évoqué, je crois, lors de votre audition avec le CNIEL. Il ne faut jamais oublier que certaines de ces importations peuvent s'expliquer par des équilibres matières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous valorisons la matière grasse autrement, notamment dans les fromages, ce qui nous conduit en fait à importer de la matière grasse pour d'autres produits comme le beurre. C'est un choix que nous avons fait d'orientation, de positionnement de la filière. Je crois que Thierry Roquefeuille vous l'indiquait lors de son audition. On a la même chose sur la filière volaille, où aujourd'hui, pour répondre à la demande grandissante en poulet et notamment en filet de poulet, il faudrait en fait que les poulets comptent 4 fois plus de filets qu'aujourd'hui. Sauf que les équilibres matières dans la filière font que les évolutions de comportement de consommation n'évoluent pas toujours dans le sens de notre balance commerciale. Aujourd'hui, la consommation grandissante de mozzarella, d'huile d'olive, de produits comme le saumon, par exemple, l'avocat, alimente notre déficit extérieur. Et ça, ce n'est pas, je veux dire, le fait de l'organisation de la filière, c'est aussi le fait de l'évolution des comportements de consommation sur lesquels nous avons beaucoup moins de prise. Très bien, merci beaucoup messieurs. 20h35, fin d'une longue journée de travail pour nous deux, pour vous aussi sûrement. On est mercredi là, non. Donc du coup nous on se retrouve mardi dans 10 jours là, voilà, pour la suite de la commission d'enquête. Merci beaucoup.